Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler Paris-Roubaix. Première vidéo de l'angle narratif de l'arc Paris-Roubaix. On aura débrief, présentation des courses féminines et masculines. Ça fera 4 vidéos. Et puis une première vidéo, celle d'aujourd'hui, où je vais vous dire, si vous avez cliqué sur la miniature, normalement le titre est là, pourquoi pour moi c'est la course de l'année, Paris-Roubaix, dans mon cœur. Et je vais vous dire pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, quand vous abonnez à la chaîne, eh bien, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Donc, notamment Paris-Roubaix sur la fin de semaine. Et puis, vous pouvez également réagir dans les commentaires, me dire quel est votre rapport, quelle est votre course préférée par exemple de la saison, quel est votre rapport par rapport à Paris-Roubaix. On commence tout de suite, pourquoi pour moi c'est la course de l'année? Parce que Paris-Roubaix c'est spectaculaire. Je dis toujours, souvent quand on parle de Paris-Roubaix, je l'avais dit l'année dernière, pour moi Paris-Roubaix, si tu n'y connais rien en cyclisme, si tu n'as jamais vu une course de cyclisme, pour moi, il faut commencer par Paris-Roubaix. Parce que Paris-Roubaix, c'est spectaculaire. Il y a énormément de rebondissements dans la course. Ça, c'est clair et net. Et puis surtout, tu as des chutes, tu as des attaques, tu as des accélérations qui viennent de nulle part, tu as un peloton qui est tendu. Donc c'est spectaculaire. Il n'y a pas à dire. Il y a des rebondissements dans cette course tout le temps, c'est-à-dire que si tu regardes même plus que les 150 derniers kilomètres, tu peux avoir des abandons dès le départ à Paris-Roubaix. C'est quand même l'une des rares courses où le fictif est dangereux. Parce que tout le monde est très tendu dès le départ fictif, où l'échappée peut aller au bout. Ou dans n'importe quel secteur pavé, il peut se passer plein de choses. Voilà. C'est une course où il y a du danger par rapport au parcours. Parce que même si c'est très très bien organisé, Paris-Roubaix, c'est ASO derrière, c'est quand même un peu la rôle des organisations, mais dans les années 90, on se souvient des traversées de la Trouée d'Arambert qui étaient extrêmes, demandées à Mousséou notamment. Moi, l'année dernière aussi, parfois c'était très compliqué avec les vélos, notamment du côté de la course féminine où ça pouvait tomber à n'importe quel moment. Et puis même sur les secteurs où il n'y a pas de pavé, sur les sections goudron, il peut y avoir des chutes. Je ne sais pas si c'est pas une année au Fredo qui était tombé assez violemment, mais voilà, il peut se passer plein de choses. Même parfois les passages à niveau sont des moments de tension. Demandez à Arnaud Démarre. Donc voilà, c'est une course qui est unique de ce côté-là parce qu'elle est spectaculaire et vraiment il peut se passer plein de choses. C'est passionnant aussi parce que ça se court à l'ancienne. Il n'y a pas forcément, quand je dis que ça se court à l'ancienne, c'est que les coureurs doivent avoir un cerveau. Contrairement à beaucoup de courses où je dis parfois le coureur, c'est les coureurs à l'oreillette. Pour moi, Paris-Roubaix, tu peux pas courir et performant Paris-Roubaix si t'es pas un minimum intelligent. Parce que le plus fort ne s'impose pas toujours à Paris-Roubaix et parce qu'il faut avoir une science de la course. Il faut sentir les coups. Plus même que sur le Tour des Flandres. Parce que sur le Tour des Flandres, il faut pas courir à contre-temps, certes, sur le Tour des Flandres, je dis toujours, mais souvent quand même, les meilleurs sont devant parce qu'ils ont les meilleures jambes. Il y a rarement des grosses surprises sur le Tour des Flandres. Il y a eu Bettiol, il y a eu Jackie Durand, je dirais dans les surprises. Mais il n'y en a pas eu. Il y a eu la première victoire de Steendevolder, mais il n'y a pas 150 surprises. Et même quand tu reprends toutes les surprises au niveau des vainqueurs, le Nick Nuyens, l'année où il s'impose, c'était le plus fort avec Chavanel. La deuxième victoire de De Volder, c'était le plus fort. La première victoire, un peu moins. Bettiol, c'était le plus fort aussi ce jour-là. Sur Paris-Roubaix, tu as des vainqueurs surprises. Enfin, Van Semmeren, l'année où il s'impose, c'était pas le plus fort. Loin de là. Et ça se court à l'ancienne parce que il peut, comme il peut se passer plein de choses, que les directeurs sportifs sont pas toujours derrière toi, qu'il y a tellement de choses sur Paris-Roubaix, parce qu'il y a tellement de kilomètres de pavés, donc il y a tellement de choses qui peuvent se produire que les directeurs sportifs peuvent pas toujours être derrière ton dos, que même les leaders doivent savoir se débrouiller. Et
À Paris-Roubaix, on n'a peut-être pas le coureur le plus fort, mais on a toujours un coureur intelligent. À Paris-Roubaix, tu peux pas gagner Paris-Roubaix si t'es pas un minimum intelligent. Et c'est pour ça que je dis ça se court à l'ancienne, parce que c'était la qualité des coureurs des années 70-80, même avant, hein, mais je dirais avant l'apparition de l'oreillette. C'est la force des coureurs, c'est d'avoir toujours un coup d'avance, d'avoir une intelligence tactique. Et je trouve qu'avec l'oreillette, certains coureurs sont un peu débiles. S'ils n'ont pas l'oreillette, ils savent pas quoi faire. Je trouve ça un peu triste. L'oreillette, au départ, c'était quand même un outil que pour la sécurité des coureurs. C'est devenu un outil de coaching très rapidement, parce que ça a un peu été un mensonge comme on nous l'a vendu, l'oreillette, dans les médias à l'époque. Ça n'a absolument pas amélioré la sécurité sur les courses, loin de là. Ça a augmenté la tension dans les pelotons. Et aujourd'hui, on a des coureurs qui sont accrochés à l'oreillette. Peut-être que le seul jour de l'année où tu peux partir sans ton oreillette et tu ne seras pas défavorisé, c'est Paris-Roubaix. C'est pour ça que j'adore cette course, parce que c'est une course où il faut être intelligent. Voilà, il faut savoir quoi faire. J'adore cette course parce que le scénario n'est jamais écrit à l'avance. Il y a des courses où on sait très bien qui va gagner. Par exemple, quand il y a un sprint, par exemple, il y a plein de situations de course où on sait ce qui va se passer. Là, je pense au Tour de Sicile, on sait que sur l'Etna, il y a peu de chances qu'on n'ait pas ni Pozzovivo, que dans le top 5, on ait Pozzovivo, Caruso, Elisonde et Nibali. Ça serait une surprise que dans ces 5-là, il y en ait un qui soit en dehors du top 10. Paris-Roubaix, tu peux être dans la meilleure condition physique de ton existence, tu peux avoir la meilleure équipe au monde, tu peux te planter à Paris-Roubaix. Et tu peux être en condition tu peux être moyen pendant toute la période des classiques flandriennes, et puis te révéler ce jour-là. Le scénario n'est jamais écrit à l'avance. Alors aujourd'hui, ça semble un peu ridicule, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres courses maintenant où on ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi, j'ai connu le cyclisme avant Van Der Poel, avant Van Aert, avant Sagan. J'ai connu le cyclisme des années 2000, où les courses, il n'y avait pas beaucoup de surprises, sauf à Paris-Roubaix. J'ai même connu la période... Alors, il y a eu quelques périodes sur les Flandriennes, où c'était un peu plus surprenant, mais moi, j'ai commencé à regarder les Flandriennes belges à l'époque où c'était soit Boonen, soit Cancellara. Et peu de surprises à l'époque, hein, sauf Roubaix. Où Roubaix, t'as Van Semmeren, t'as Stuart O'Grady, parce que Stuart O'Grady, c'est dans la période vraiment d'adversité entre Boonen et Cancellara, parce que c'est Roubaix. Roubaix, rien n'est prévu à l'avance. Moi, je me souviens de l'année où on pensait que Van Aert allait s'imposer. Et Van Aert, il tombe 2 fois, il se prend un moment de bagnole, il rentre dans la bagnole de son équipe. Ça avait été complètement dingue. L'année où Van Avermaet s'impose, là aussi, le mec est dernier quand il rentre dans la trouée d'Arenberg, parce qu'il a crevé 2 fois dans les premiers secteurs pavés. Qu'il a dû changer 2 fois de vélo. C'est exceptionnel ce coup-là. Il se retrouve dernier à la trouée d'Arenberg et il s'impose à la fin. Là aussi, c'est très belle année, l'année de la victoire de Van Avermaet. En plus, avec beaucoup de vent d'eau, ça roulait vite. Vraiment, superbe année, parce qu'on ne sait absolument pas, avant les 30 derniers kilomètres, ce qui va vraiment se passer. C'est-à-dire qu'on voit un moment Danielos en tête, on se dit non, ça va quand même pas être la surprise Danielos, puis on voit Danielos qui prend de l'avance, et puis derrière, après Van Aert commence à accélérer, et la course avait subi énormément de rebondissements. Ce que j'adore également dans cette course, c'est l'histoire. L'histoire de 2 manières différentes. L'histoire parce que ça raconte un petit peu l'histoire de la France et l'histoire du nord de la France. La trouée d'Arenberg, par exemple, comment ça a été trouvé, la section de la trouée d'Arenberg? C'est parce que... alors, je ne sais plus c'était quel coureur cycliste, vous pouvez peut-être le remettre dans les commentaires, mais aller à la mine, il y a des mines sous la trouée d'Arenberg, et donc il passait tous les jours par cette route-là. Ça raconte l'histoire des mines du nord de la France, de ces régions qui étaient industrielles au début des années 1900 et puis qui se sont désindustrialisées au fur et à mesure du temps et où la fin de cette industrialisation, c'était les années 80. Ça raconte ça également, Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Ça raconte cet enfer dans les mines, par exemple. Ça raconte tout ce qui se passait dans les mines. Et
l'histoire également du nord de la France, de cette passion pour le nord de la France, les maisons avec les briques orange, enfin rouge, voilà, typique du nord de la France. C'est tout ça que ça raconte également, Paris-Roubaix. C'est pas seulement l'histoire du sport, on y reviendra juste après, mais c'est aussi l'histoire un petit peu de la France, l'histoire de ses mines, l'histoire presque des hauts fourneaux, on pourrait dire, de toute cette France qui, dans les années 90-2000, n'avait que les événements sportifs presque pour trouver de la fierté dans cette région. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on a des usines qui sont mises en place, notamment l'usine Toyota à Valenciennes. Mais dans les années 90, quand il n'y avait plus rien, c'était presque la seule fierté, Paris-Roubaix. L'enfer du Nord, dans beaucoup de petits villages de ce coin de France. Et je trouve que ça raconte bien l'histoire de cette France, de cette France de cette France industrielle et puis qui derrière a connu la désindustrialisation. Je vais y arriver. Et puis Paris-Roubaix, ce sont aussi des anecdotes. Quand je parlais d'histoire, c'est l'histoire de la France, on va dire, mais c'est également l'histoire de la course. Il y a toujours des petites histoires à Paris-Roubaix. Chaque année, on va avoir des petites histoires qui vont se raconter sur Paris-Roubaix. On peut penser par exemple à Siskevicius, l'histoire incroyable de Siskevicius, qui se retrouve lâché du peloton, qui a sa voiture de directeur sportif, parce qu'il faut savoir que les voitures de directeur sportif prennent cher. Normalement, on renforce notamment les carters d'huile à Paris-Roubaix, tellement c'est dur. Tellement il y a de choc sur les voitures. Et donc la voiture de son directeur sportif tombe en panne. À l'époque, il est chez Delco. Donc, obligé de la mettre sur la dépanneuse. Et puis, il crève. Obligé de changer la roue, ou de changer son vélo qui était sur la dépanneuse. Donc, affaire assez exceptionnelle. Il arrive, c'est fermé, Roubaix, parce qu'il est hors délai. Le vélodrome est fermé, tellement il arrive tard. Il arrive, je crois, avec plus de 45-50 minutes de retard. Mais son objectif, c'était de finir. L'année d'après, Siskevicius, il finit 9e de la course. Les histoires. Il y a une année, la FDJ, il y a un documentaire, je ne sais plus s'il est disponible sur YouTube, mais autour de la Française des Jeux de Marc Madiot, au tout début des années, je ne sais pas si c'est pas 2000, 2001, je crois que c'est 2001, l'édition Sous la pluie, assez mythique, remportée par Serveil Knaven. Cette année-là, il y a un seul FDJ qui finit. Un seul Française des Jeux. Et tu vois toute la tristesse dans les yeux de Marc Madiot qui adore cette course, qui se retrouve avec un seul coureur à l'arrivée, qui se bat vraiment pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est l'histoire de la course. L'histoire de la course, c'est également Bernard Hinault. Bernard Hinault qui tombe 2 fois, 3 fois, un moment renversé par un chien, qui remporte l'édition 81 et qui, mais plus jamais je ferai cette course. C'est l'enfer. Vraiment. Duclos Lassalle, qui met 15 ans avant de remporter sa course, enfin cette course-là qu'il a adorée. Il met 15 ans quasiment. Il était en échappée avec Moser en 80 et il crève. Puis il y a d'autres histoires. On peut penser dans les années 60, quand la course a failli mourir et qu'on a décidé de remettre des secteurs pavés. On peut penser aux premières années également, notamment avec Henri Pélissier, vainqueur en 19, qui avait réussi à faire également un gros numéro. Il y a toujours des histoires à Paris-Roubaix, il y a toujours des histoires à raconter. L'enfer de Van Aert, par exemple. La débandade une année de la Sky qui était passée complètement à travers. Mathieu Eman. Ce sont des histoires. On a à chaque fois des histoires à raconter tout le temps sur cette course. Et ça va être encore le cas cette année avec encore des petites anecdotes, des petites histoires qu'on racontera au fur et à mesure. Pourquoi j'aime cette course aussi ? Parce que c'est le seul moment de l'année où on parle en bien de Roubaix.
Alors, je suis pas roubaisien, mais Roubaix, on en parle toujours pour les 90 minutes enquête, le reportage de Zone Interdite avec Ophélie Meunier. Le seul moment de l'année où on parle en bien de cette ville, c'est pour Paris-Roubaix. Et pour les championnats du monde, les compétitions qui se déroulent sur le nouveau vélodrome. C'est quand même pas mal pour aimer cette course aussi. Voilà, je trouve ça un peu triste que Roubaix, on en parle toujours en mal, et puis là pour une fois on en parle en bien. Des lieux mythiques. Paris-Roubaix, c'est aussi des lieux mythiques. C'est ce départ à Compiègne, avec ces petits pavés sur la zone de départ, qui sont faciles, ceux-là. Même si on les connaît très bien, les pavés de Compiègne, parce que il y a une année, ils ont servi à Fabian Cancellara pour s'imposer sur le Tour de France. Et puis, du côté de Roubaix, bien entendu, la Trouée d'Arenberg, ce lieu mythique, ce lieu extrêmement difficile, les pavés du Valenciennois, qui ne sont pas toujours faciles, avec parfois du vent de côté. C'est aussi Pongibus, le secteur après la Trouée d'Arenberg, où il faut faire attention au fameux passage à niveau. C'est également le carrefour de l'Arbre. Le carrefour de l'Arbre, on dit toujours, celui qui s'impose, celui qui passe en tête au carrefour de l'Arbre, a de grandes chances de gagner. C'est également ce final, avec cette montée, quand on arrive, ce faux plat, quand on arrive à Roubaix. Et puis, le secteur des champions aussi, juste avant. Ce fameux dernier secteur de 300 mètres. Et puis, le vélodrome. L'arrivée au vélodrome également, qui est unique. Les douches à l'arrivée, avec le nom des vainqueurs. Ça aussi, il y a toute une tradition, il y a tout un historique. Vous avez vraiment des lieux mythiques. On m'a posé la question dans les commentaires, j'avais pas vraiment répondu. On m'a demandé, est-ce que, pour moi, il y en a un qui me disait dans les commentaires, l'Amstel, c'est le 6e monument. Non, c'est pas le 6e monument, l'Amstel, parce qu'il manque beaucoup de choses à l'Amstel pour être un monument. Alors certes, il y a le kilométrage, comme Paris-Roubaix. Mais le problème de l'Amstel, c'est qu'il n'y a aucun lieu mythique. Pourquoi ? Parce que le parcours a changé énormément de fois. Le Cauberg, c'est pas très difficile. Cette arrivée n'est pas spectaculaire comme l'arrivée à Sienne, par exemple, d'Estrade Bianchi. Il n'y a rien de vraiment mythique pour moi dans l'Amstel. Il y a rien dans la tradition, dans l'histoire, dans cette course. Paris-Roubaix, t'as tout. T'as tout pour que ça soit un monument. C'est la définition du monument, Paris-Roubaix. Vraiment. Je poursuis. Des lieux mythiques, l'ambiance aussi. Il y a quand même une ambiance à Paris-Roubaix. Alors certes, c'est pas le Tour des Flandres. C'est vrai que le Tour des Flandres est au-dessus en termes d'ambiance. J'aime bien aussi l'ambiance en haut du col de la Redoute, de la côte de la Redoute, du côté de Liège. Mais Paris-Roubaix, tu me feras pas croire que t'as pas des frissons en haut du carrefour de l'Arbre. Il y a une ambiance. C'est pas forcément une ambiance due au public, mais le matin, les coureurs sont tendus avant Paris-Roubaix. T'as une ambiance, une tension lourde au départ de Paris-Roubaix. Tu sens que tout le monde est stressé, même la veille. Je pense qu'avant de courir Paris-Roubaix, les mecs sont pas bien. Surtout quand t'aimes pas les pavés. Et puis il y a la tension au départ. La tension quand on arrive dans les 10 derniers kilomètres d'un coup, avant le premier secteur pavé aussi. Et puis après, la Trouée d'Arenberg, où là ça arrive à une vitesse de dingue. Et puis là aussi, une ambiance particulière avant la Trouée d'Arenberg. Et puis il y a les spectateurs, ces drapeaux flamands qu'on voit partout. C'est la course en France où il y a le plus d'ambiance. Avec ces drapeaux un peu partout. Et puis en haut du carrefour de l'Arbre, avec cette route qui se rétrécit au fur et à mesure. Et puis cette arrivée au vélodrome, ce stadium un petit peu, ce vélodrome. On l'entend de l'extérieur, l'ambiance dans le vélodrome. Et quand les coureurs arrivent, ce bruit d'un coup qui agite le vélodrome, c'est extraordinaire. Il n'y a pas ça dans beaucoup de courses. Au Tour des Flandres, vous n'avez pas ça. Le vélodrome, ça apporte quelque chose de particulier. Pour moi, cette ambiance spectaculaire, cette ambiance qui monte à l'arrivée dans le vélodrome, c'est toujours extraordinaire. Pourquoi aussi j'adore cette course? Tout simplement parce qu'elle est unique en son genre. On la compare souvent aux autres flandriennes. Moi, je dis toujours, Paris-Roubaix, c'est à part. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs pavés à plat.
la plus grosse difficulté, c'est la trouée d'Arenberg. Ça doit être 3%. La deuxième partie de la trouée d'Arenberg. C'est à plat. Mais ce qui rend cette course difficile, c'est les pavés qui sont disjoints. C'est la vitesse. C'est la puissance qu'il faut mettre. Parce que les trois quarts du temps, vous êtes obligé de rouler sur les pavés. Et rouler sur les pavés qui sont disjoints, c'est extrêmement difficile. Tout ça fait que ça a un charme unique. C'est la seule course aujourd'hui où un mec qui part dans l'échappée peut s'imposer. C'est la seule classique comme ça. Mathieu Eman, il part dans l'échappée le matin. Enfin, non, le matin. C'était pas vraiment le matin l'année de Mathieu Eman, parce que ça a mis beaucoup de temps à sortir. Sylvain Dillier, qui fait deuxième également. Vermersch aussi. Qui y a d'autres au Grady, il était dans un groupe. Van Semmeren est le cas le plus important. Où il piège tout le monde. Même l'année où Tepstra piège Boonen aussi. De Gangol qui s'impose et qui est devenu un amoureux de cette course. La victoire de Knaven en 2001 sous la pluie dans des conditions dantesques. La victoire de Backstedt, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Aussi, c'est une course atypique, unique. Il n'y a pas une autre course qui ressemble à Paris-Roubaix. Le Grand Prix de Denain, c'est rien à côté. Le Tour des Flandres, ça ressemble pas. On peut dire que Liège et l'Amstel, il y a des petites ressemblances quand même dans la manière de courir, surtout quand ça arrive au Cauberg et de l'autre côté ça arrive à la côte de Hans. Il y a des courses qui ressemblent. On peut dire que la Classica Saint-Sébastien, ça ressemble au Tour de Lombardie quand même, au niveau des bosses, au niveau de l'idée de faire. Il n'y a rien qui ressemble à Paris-Roubaix. Avec autant de kilomètres de pavés, tout plat, aussi difficile, il n'y a rien. C'est ça qui fait que pour moi c'est le jour de course de l'année, parce que c'est une course unique. Il n'y a rien qui ressemble. Il n'y a pas de course de préparation, comme on peut dire à Gand ou au Moulout, où ça ressemble au Tour des Flandres. Mais il n'y a rien qui ressemble à Paris-Roubaix. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Pour finir, pourquoi pour moi c'est la course de l'année ? Parce que j'ai un lien particulier. Un lien particulier avec Paris-Roubaix. C'est lié aussi à la télévision qui a toujours retransmis Paris-Roubaix, alors qu'à une époque, le Tour des Flandres n'était pas retransmis en gratuit. Mais j'ai un rapport particulier parce que la première édition que j'ai vue, c'est l'édition remportée par Magnus Bastedt. La première édition que j'ai vue en intégralité de Paris-Roubaix, à l'époque, intégralité de Paris-Roubaix, c'était les 150 derniers kilomètres, c'était juste avant le premier secteur pavé. C'était 12h55 sur France 3. C'est la victoire de Magnus Bastedt, qui est une victoire presque improbable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Magnus Bastedt, le coureur suédois, qui a maintenant une fille qui est très forte, il a deux filles qui font du cyclisme, Zoe Backstedt est très très forte. Magnus Bastedt qui était un coureur, je dirais pas lambda sur les classiques pavés, mais Magnus Bastedt, c'est pas le palmarès de Tom Boonen, même si c'est un bon coureur. Et puis il a pas c'est à une époque en plus en 2004 où il se retrouve chez Alesso Bianchi, qui n'est pas forcément la plus grosse équipe, où les 2 années précédentes il était dans le team Facta, qui n'était pas une très grosse formation non plus. Mais il a toujours aimé les pavés. Il avait déjà fait à l'époque 7ème de Paris-Roubaix. Et puis en 2004, vainqueur de Paris-Roubaix. Un Paris-Roubaix qui se déroule dans des conditions un petit peu mitigées et fait pas très beau. Il s'impose devant Tristan Hoffmann, Roger Ramon et Fabian Cancellara, qui à l'époque est tout jeune. Et ils partent de très très loin. Ils arrivent à battre Mousseou, Van Petegem, Georges Hincapie. Pour moi, c'est une très belle édition. Et forcément, quand tu regardes pour la première fois Paris-Roubaix et que tu tombes sur l'édition 2004, qui n'est vraiment pas la plus moche, forcément tu deviens amoureux de cette course. C'est comme, je pense, ceux qui ont regardé Paris-Roubaix et qui sont tombés sur la victoire de Guédon, qui est une victoire assez indécise, ou sur le podium de Sébastien Turgot en 2012. Là aussi, ou sur la victoire de Mathieu Eman, ou de Van Semmeren, ça a dû leur faire apprécier cette course. C'est pour ça que j'ai un lien particulier avec Paris-Roubaix. Parce que la première édition que j'ai vue en intégralité, c'est une édition très surprenante, qui déjoue absolument les scénarios. Et c'est pour ça que j'ai toujours été un fervent défenseur de Paris-Roubaix et de cette course. Et puis en plus,
Bon, à l'époque où j'étais petit, certains diront que je suis toujours pas très grand. Mais sur Paris-Roubaix, c'était le matin le marathon de Paris, et puis l'après-midi Paris-Roubaix. C'était le dimanche intégral. Moi, c'était pour moi le dimanche de rêve. Vous savez, ma grande passion pour les sports, avec un S. Pas que le cyclisme ou la Formule 1. J'adore j'adore vraiment le sport, en général, avec un grand S. Et bah voilà, je me tapais une excellente journée. Moi, ma journée était refaite le dimanche. Et je essayais de me démerder pour pas avoir de devoirs ce jour-là, tu vois, pour avoir fait des devoirs, pour avoir aucune perturbation ce jour-là. Parce que voilà, j'essayais de me démerder pour pouvoir voir Roubaix sans problème. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Donc demain, présentation de la course féminine. Vous pouvez voir déjà sur le site de Roubaix la difficulté des secteurs pavés, qui je crois n'a pas vraiment évolué par rapport à l'année dernière. Sachant que la course féminine et la course masculine, les 85 derniers kilomètres sont en commun entre les deux courses. On essaiera de voir les favoris du côté des filles, même si je ne suis pas un spécialiste du cyclisme féminin. On débriefera la course samedi dans la soirée, et puis dimanche. Pareil pour la course masculine, et donc samedi, présentation de la course masculine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!